Bonjour. Bah oui, on connaît tous ce dicton populaire, hein, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu la sagesse de base, non? Appliquée à la gestion de son argent, enfin le fondement même de la prudence quand on parle patrimoine. En effet, et ça incarne un principe financier absolument central, la diversification. C'est une stratégie qu'on recommande, mais vraiment systématiquement, à quiconque cherche à construire et préserver ses avoirs sur le long terme. C'est plus qu'un simple conseil, c'est une approche structurelle de la gestion des risques. Tout à fait. Et c'est justement ce sujet à la diversification et puis la sécurité patrimoniale, qui normalement en découle, ou en tout cas qui est censé en découler, qu'on explore aujourd'hui. On s'appuie pour ça sur des éléments tirés d'un document qui s'intitule l'OR, Diversification et sécurité patrimoniale. D'accord. Notre mission pour cette analyse, essayer de décortiquer un peu la manière dont la diversification est souvent pratiquée par les particuliers, d'après ce que disent cette source, et surtout de mettre en lumière une observation assez révélatrice qu'elle soulève. C'est une excellente mission, oui. Parce que, bon, si le principe de diversification est très largement admis, sa mise en application concrète, elle, est souvent plus nuancée, on va dire. Il s'agit bien, comme le dit la théorie financière, d'une pierre angulaire pour se prémunir contre la volatilité qui est inhérente à tout type d'investissement unique. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de ne pas dépendre de la bonne ou mauvaise fortune d'un seul marché ou d'une seule entreprise. Oui, l'objectif est clairement posé dans le document d'ailleurs. La diversification consiste à réduire l'exposition aux risques spécifiques à tel ou tel placement en répartissant son patrimoine sur plusieurs classes d'actifs. Dit plus simplement, c'est l'idée de ne pas parier tout son avenir financier sur un seul cheval, même s'il a l'air prometteur. Exactement. C'est une règle d'or pour les professionnels, mais bon, elle s'applique tout autant aux épargnants individuels, j'imagine. Absolument. C'est vraiment une démarche de bon sens. En théorie, en répartissant les investissements sur différentes catégories, ce qu'on appelle les fameuses classes d'actifs, donc les actions, les obligations, l'immobilier, etc., on cherche à lisser les performances globales du portefeuille. Hmm, Si une classe d'actifs traverse une mauvaise passe, eh bien on espère que d'autres vont compenser au moins en partie. C'est vraiment le principe de base pour amortir les chocs. exactement. Et c'est là, justement, que l'observation tirée de notre source devient particulièrement intéressante. Le document constate que, même si l'idée de diversifier est bien ancrée et que beaucoup d'épargnants essaient de l'appliquer, leur démarche concrète reste souvent assez concentrée. C'est une nuance importante par rapport à la théorie. Oui, c'est un point crucial que soulève le texte. Il décrit une tendance observable. Bien qu'un grand nombre de particuliers tentent en effet d'appliquer au mieux les grands principes de la diversification, ceux-ci se contentent en règle générale de répartir leur épargne entre deux grandes classes d'actifs seulement. Ah oui, Deux classes d'actifs, c'est tout. deux seulement. Ça fait réfléchir quand on pense à toute la variété des options d'investissement qui existent aujourd'hui. Alors, quelles sont ces deux classes d'actifs qui, d'après cette source, dominent si largement les portefeuilles des particuliers qu'elle décrit? Alors la source est très explicite là-dessus. Il s'agit principalement du marché de l'immobilier et du marché boursier. D'accord, immobilier et bourse. Voilà. Ces deux géants semblent capter l'essentiel de l'effort de diversification pour une bonne partie des épargnants observés dans ce document. Ils forment, en quelque sorte, les deux piliers quasi exclusifs de leur stratégie patrimoniale. L'immobilier et la bourse. Bon, on peut assez facilement imaginer pourquoi ils sont si populaires. L'immobilier, la pierre, c'est souvent vu comme quelque chose de tangible, de solide, une valeur refuge presque culturelle chez nous, non? Oui, c'est vrai. Et la bourse, elle représente le potentiel de croissance, la participation à l'économie, même si on l'associe aussi à plus de volatilité. Et puis ce sont des marchés très visibles, très médiatisés. C'est une interprétation très plausible de cette préférence constatée, oui. Leur accessibilité perçue aussi, que ce soit par l'achat direct d'un bien immobilier ou via des SCPI pour ce qu'on appelle la pierre papier, ou alors l'achat d'actions d'entreprises connues, tout ça joue certainement un rôle. Mhm. Il y a aussi une forme d'habitude, de familiarité. On parle plus facilement de l'évolution du CAC 40 ou des prix de l'immobilier dans son quartier que, disons, des fluctuations du marché obligataire émergent ou des matières premières agricoles. C'est vrai que ces deux marchés dominent un peu l'imaginaire collectif de l'investissement. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. On se retrouve donc avec, d'un côté, un principe financier fondamental qui dit « répartissez largement pour minimiser les risques »,
Et de l'autre, une pratique courante, telle que décrite par la source, qui se limite essentiellement à deux grands domaines. Il y a un écart, quand même, assez notable entre l'idéal théorique de la diversification et son application concrète par beaucoup. C'est précisément cet écart qui mérite qu'on s'y arrête un instant, parce que ça soulève une question fondamentale sur l'efficacité réelle de cette diversification-là. Si on se concentre quasi exclusivement sur l'immobilier et les actions, est-ce qu'on atteint vraiment l'objectif de réduction du risque de manière optimale? Est-ce que cette approche biclasse est une véritable diversification au sens où l'entend la finance moderne? C'est une excellente question. Rappelons l'objectif premier mentionné par la source, réduire l'exposition aux risques spécifiques. Une stratégie limitée à deux classes d'actifs, même si elle semble différente, est-ce qu'elle permet vraiment d'atteindre cet objectif de façon satisfaisante? On pense diversifier, mais est-ce qu'on le fait assez largement, au fond? C'est là qu'intervient une notion clé en finance, la corrélation entre les actifs. L'idée d'une diversification efficace, c'est de combiner des actifs qui ne réagissent pas de la même manière aux mêmes événements économiques. Idéalement, on cherche des actifs décorrélés, ou en tout cas faiblement corrélés. D'accord. Or, si l'immobilier et la bourse sont distincts, ils peuvent quand même être influencés par des facteurs macroéconomiques communs. Par exemple, à quoi pensez-vous, concrètement? Prenons les taux d'intérêt. Une hausse importante des taux peut freiner aussi bien le marché immobilier parce que ça renchérit les crédits, que le marché boursier, parce que ça rend les obligations plus attractives, ou ça pèse sur la valorisation des entreprises. Ah oui, exact. De la même manière, une grosse récession économique peut affecter négativement la valeur des biens immobiliers et les cours des actions en même temps. Ils ne sont pas totalement immunisés l'un contre l'autre dans tous les scénarios possibles, loin de là. Donc, même en pensant avoir bien réparti ses œufs entre deux paniers, celui de la pierre et celui de la bourse, ces deux paniers pourraient en fait être transportés sur le même chariot et subir un peu les mêmes secousses de la route économique. C'est ça l'idée. C'est une bonne image, oui. La corrélation n'est jamais parfaite, elle n'est jamais constante non plus, mais il y a des périodes où ces deux marchés peuvent tout à fait évoluer dans la même direction, et notamment à la baisse. Une stratégie de diversification vraiment robuste chercherait à inclure des actifs qui ont des moteurs de performance différents, qui réagissent différemment au cycle économique, à l'inflation, aux crises géopolitiques. Mhm. Se limiter à l'immobilier et aux actions, même s'ils sont centraux, ça pourrait laisser le portefeuille assez vulnérable à certains types de chocs qui affectent ces deux marchés en même temps. D'accord, je vois. On comprend mieux le problème que soulève implicitement le document. Il décrit une tentative qui est louable en soi d'appliquer les grands principes de la diversification. Oui, mais une mise en œuvre qui, en se concentrant sur un spectre peut-être un peu trop étroit, risque de ne pas apporter tous les bénéfices qu'on attend de cette diversification. Tout à fait, et ça interroge sur la perception même de la diversification. Est-ce que pour beaucoup de gens, diversifier, ça veut juste dire ne pas tout mettre en action ou ne pas tout mettre en immobilier, et du coup l'arbitrage entre les deux leur semble suffisant? Est-ce que c'est un manque d'informations sur d'autres possibilités? Ou une perception de complexité? Ou une perception que les autres classes d'actifs, les obligations, les matières premières, le private equity, etc., sont trop complexes, trop risquées ou pas assez accessibles? Le document ne creuse pas les raisons de cette pratique, mais il met bien le doigt sur ce phénomène. Et cette concentration, même si elle part d'une bonne intention, pourrait au final s'avérer moins protectrice qu'on ne l'espère. Si les deux piliers principaux de la stratégie sont sensibles au même vent contraire, eh bien toute la structure pourrait vaciller plus fortement que prévu. Exactement. La source nous invite en fait à une réflexion un peu plus profonde sur ce qu'est une diversification robuste. Ce n'est pas seulement une question de nombre d'actifs ou de nombre de classes d'actifs, mais aussi de leur nature intrinsèque, de leur comportement attendu dans différents environnements économiques et surtout de leur faible corrélation les uns avec les autres. C'est un exercice plus complexe que de simplement cocher deux cases IMO et bourse. Bon, alors qu'est-ce que tout ça signifie au final? Si on devait synthétiser le message principal qui ressort de cet extrait qu'on a analysé, ce serait quoi? Visie universelle de l'importance de la diversification, bien incarnée par le dicton populaire, ça c'est une préoccupation légitime et centrale. Oui. Deuxièmement, et c'est là le point saillant de la source, il y a un décalage observé entre ce principe largement accepté et la pratique courante de nombreux particuliers. Une pratique qui tend à concentrer cette diversification sur deux axes majeurs, l'immobilier et la bourse. Et quelles sont les implications de ce constat? Qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui cherche à sécuriser son patrimoine?
L'implication majeure, c'est que cette pratique limitée, elle soulève une interrogation sérieuse sur l'efficacité réelle de la protection qu'on obtient comme ça. Est-ce que cette approche, un peu bipolaire, permet vraiment d'atteindre une sécurité patrimoniale optimale face à la diversité des risques économiques et financiers? Hmm. Si l'objectif est de naviguer sereinement à travers différentes conjonctures, cette concentration pourrait représenter une faiblesse structurelle en fait. Oui, vu sous un angle plus large, se cantonner à ces deux marchés, c'est peut-être aussi passer à côté des bénéfices potentiels qu'offrent d'autres types d'actifs. Des actifs qui pourraient apporter une décorrélation supplémentaire ou une protection contre des risques spécifiques, comme l'inflation par exemple, ou simplement des sources de rendement différentes. Et tout ça contribuerait à une meilleure résilience globale du patrimoine. C'est tout l'enjeu, exactement. Si la diversification est vue comme un outil essentiel pour la sécurité à long terme, alors la pratique décrite ici suggère que cet outil n'est peut-être pas utilisé à son plein potentiel par ceux qui se limitent à ces deux classes. Il pourrait y avoir des angles morts dans la gestion du risque ou bien des opportunités de stabilisation, voire de croissance, qui sont manquées en ignorant d'autres pans de l'univers d'investissement. Ce qui nous amène assez naturellement vers une pensée finale. Une question pour prolonger un peu la réflexion au-delà de notre discussion d'aujourd'hui. Si, comme l'observe notre source, la pratique courante tend à se focaliser si fortement sur l'immobilier et la bourse, Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Quelles caractéristiques devrait-on rechercher dans d'autres catégories d'actifs pour véritablement compléter et renforcer un portefeuille qui est déjà exposé à l'immobilier et aux actions? Autrement dit, pour atteindre une diversification plus robuste et viser une meilleure sécurité patrimoniale, quel type de comportement financier, quelle sensibilité aux facteurs économiques devrait-on privilégier dans ces actifs complémentaires? Oui. Et puis, une question subsidiaire mais qui est essentielle. Pourquoi ces alternatives potentielles semblent-elles, d'après ce constat de la source, moins systématiquement intégrées dans les stratégies patrimoniales des particuliers qu'elle décrit? C'est une piste de réflexion, je pense, essentielle pour quiconque souhaite optimiser sa stratégie de diversification au-delà des sentiers battus.